I have a dream. Le design est une science, mais n'est pas une science sûre. Le design est une forme artistique, mais n'est pas un art. Le design est un commerce, mais n'est pas commercial. Le design est visible et invisible. Il est une image, une lettre, un son, une voix ou un mouvement. Le design est profondément humain. Il en revêt les qualités et les défauts, les ambitions et les angoisses, la vision et la culture. Bonjour à tous et bienvenue dans Pattern, un podcast proposé par étapes et produit par Vocode. Au travers ce format sans images, nous partons explorer la création sous toutes ses formes et tentons d'observer comment différentes pratiques se rencontrent. Pour ce premier épisode, nous avons rencontré Philippe Guillot et André Manoukian. L'ingénieur et l'artiste musicien ont fondé ensemble la start-up Musique. Leur objectif est de révolutionner la production musicale en y ajoutant une touche d'intelligence artificielle. Ils nous racontent comment l'innovation peut bouleverser les modes de production classiques tout en défendant le geste créatif du compositeur. Bonjour André, bonjour Philippe. Alors la première question que j'avais envie de vous poser, c'était vous André, avant de vous lancer dans cette idée de start-up, quel était votre rapport à l'intelligence artificielle? Et vous Philippe, à la musique? Moi, mon rapport à l'intelligence artificielle, je dirais qu'il fait partie de la musique. Le jour où j'ai voulu improviser et que j'ai cherché les règles et que j'ai galéré, je suis allé dans une école aux États-Unis et j'ai compris qu'en fait, l'improvisation, c'était des algorithmes. Donc, on a un schéma dans la tête, il faut qu'on ait les harmonies, il faut qu'on sache par où on peut passer et à l'intérieur de ce schéma, on est libre. Donc pour moi, c'était l'apprentissage de la liberté, justement. Donc pour moi, le passage concrètement de musicien, de compositeur, de jazzman, d'improvisateur, c'est vraiment au moment de formaliser les choses et du coup de décliner les algorithmes, c'était un peu le prolongement de ce que j'ai toujours fait au fond, même quand j'étais un musicien instinctif qui essayait de trouver les bonnes notes pour faire des solos. Et quand j'ai rencontré les super geeks de musique et qu'on a fait cette boîte, bah, c'était le prolongement naturel de cette démarche-là. C'est pour ça que je parle souvent de Jean-Sébastien Bach en disant que c'est lui qui a inventé l'intelligence artificielle, parce que une fugue, c'est une succession d'algorithmes que l'on place. La musique, c'est des miroirs. On prend des bouts épars comme un kaléidoscope et on en fait des rosaces magnifiques. Donc c'est ce travail qui m'a toujours fasciné. Et puis à la base, la musique, c'est des mathématiques. C'est Pythagore qui établit la gamme, c'est des fréquences. Et pour finir, on a récemment étudié le cerveau de deux pianistes. Un pianiste classique qui lisait une partition et un pianiste de jazz qui improvisait. Et on s'est aperçu que ce n'étaient pas les mêmes zones du cerveau qui fonctionnaient chez l'un et chez l'autre. Et que chez le pianiste de jazz qui improvisait, ça convoquait la même note que les mathématiques. Et chez celui qui lisait la musique, ça correspondait à la zone de la lecture. Deux zones complètement différentes. Donc voilà, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est l'extension d'un musicien. Et aujourd'hui, Mozart et Beethoven, ils l'utiliseraient. Alors, moi, c'est l'inverse. L'opposé, je dirais. Et c'est ça qui fait la complémentarité. Ça fait 20 ans. Moi, j'ai toujours été dans l'IA. J'étais dans une école d'ingénieurs où il y avait déjà, en 88, il y avait déjà un département intelligence artificielle. Il y avait une grosse frustration parce que il n'y avait pas vraiment de marché. Et bon, ce n'est que dans les dernières années que ça a vraiment commencé à se développer. Et en parallèle de ça, moi, j'ai toujours été un musicien frustré. J'ai toujours adoré la musique, mais j'ai jamais appris la musique. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on s'est bien trouvé avec André, parce que c'est difficile quand vous avez deux métiers différents, assez éloignés au départ quand même, qui se rencontrent. C'est difficile de les faire fonctionner si les intervenants n'ont pas la capacité d'aller plus loin que juste créer. C'est-à-dire que André, il est capable d'expliquer les choses. Vous savez, c'est un peu comme un peintre. Il va mettre un coup de pinceau à gauche, à droite. Vous lui demandez pourquoi il a mis à gauche, à droite. Il y en a, ils savent même pas. Voyez. Puis il y en a, ils vous expliquent pourquoi. Donc André fait partie de ceux qui savent. Et donc ça, c'est très utile. À quand remonte votre rencontre et la naissance de ce projet musique? En octobre 2017. Il y a probablement 5 ans, cette rencontre n'aurait jamais eu lieu. Parce qu'à l'époque,
L'IA, je crois, n'intéressait personne, et puis ça faisait un peu peur et tout ça. Et tandis que maintenant, il y a un vrai besoin, donc le time to market est bien meilleur. Ce que je trouve très intéressant avec musique, c'est que c'est un bel exemple de co-création, de rencontre entre différents univers. Et généralement, pour qu'une idée fonctionne, il faut qu'elle soit accompagnée d'une vision, voire d'une utopie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était votre utopie commune au début et quelle est la réalité aujourd'hui? Moi, des utopies, j'en ai plein mon cartable. Je crois qu'on peut dire qu'on est allé plus loin que ce qu'on imaginait. À la base, ouais. On a fabriqué l'objet dont je rêvais moi en tant que musicien. C'est-à-dire quand vous faites un morceau et puis que vous le soumettez à un metteur en scène, quand vous faites de la musique à l'image, il y a toujours un détail qui cloche, il y a toujours un truc qu'il faut changer dans le montage, il y a toujours ouais, c'est bien, mais est-ce que tu pourrais me le faire avec d'autres instruments, etc. Là, ça, on a réglé ça en un clic maintenant. Donc du coup, c'est génial. C'est-à-dire qu'on libère le musicien, le compositeur des tâches fastidieuses en lui augmentant ses capacités. Je fais souvent l'analogie avec les ateliers de peintres du 15e et du 16e siècle en Italie. Vous aviez le maître, Raphaël, Michel-Ange, whatever, et puis 50 apprentis. On sait tous que c'était les apprentis qui se tapaient le boulot, sauf que c'était le maître qui dessinait. Là, aujourd'hui, le compositeur fait le travail du maître, et au lieu qu'on ait 50 apprentis, c'est l'intelligence artificielle qui va travailler pour lui. Donc là, c'est mon rêve je dirais, de compositeur, de musicien. Et la deuxième des choses, c'est que pour adapter la chose à l'image, c'est en le rencontrant lui que tout d'un coup, on s'est dit que tout était possible. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y avait une discussion en gros, on est deux musiciens, le noyau dur, et deux informaticiens de haut niveau. Et souvent, quand on discute comme ça, d'une manière informelle, on dit, mais ça, c'est eux-mêmes qui nous font des suggestions en disant, mais cette tâche que vous faites là, vous savez qu'on peut vous l'automatiser, nous on fait, ah bon, et voilà. Donc c'est vraiment, euh, on est toujours dans la créa, on est toujours dans la musique, on est toujours en train d'avancer. Moi, mon rêve ultime, c'est de transformer chaque habitant de cette planète en compositeur. Ça, c'est dans nos cartons aussi, grâce à l'algorithme de Bach qu'on a développé. Mais bon, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on se spécialise parce que c'est une start-up et qu'il faut avoir un sujet à la fois. Sur la musique à l'image, on répond à un vrai besoin. C'est le besoin de musique dans un cadre légal sur Internet. On est à la fin du Far West. Et donc, musique à l'image, on est capable d'en faire en grande quantité, mais toujours en mettant et c'est important, le compositeur au centre. Effectivement, au départ, on a démarré, on a augmenté les compositeurs, et donc on s'est créé un catalogue assez important, un minimum de temps. Et ensuite, on s'est quand même rendu compte qu'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de vendre de la musique. Les gens ont plutôt tendance à écouter de la musique. On s'est dit que, eh bien, voilà, il fallait aller plutôt vers la synchronisation de la musique à l'image, donc en plus de la création. Donc on s'est lancé dedans et on est allé assez loin. On est aussi une boîte de tech. Donc on est en perpétuelle évolution et on continue à développer des choses. Et maintenant effectivement, en fin de semaine, on va sortir un album avec une dizaine de musiques issues de l'IA en fait. Et vous allez découvrir, on est très très loin des trucs un peu balbutiants qu'on voit de temps en temps, même que de temps en temps Google nous balance pour nous rappeler qu'ils bossent un peu sur le sujet. Et notamment, parmi ces musiques, il y en a une qui est en fait chantée par l'ordinateur. Et ça, c'est une grande première. Alors on va vous faire écouter, vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur la manière dont vous fonctionnez ensemble? On sait que vous, André, vous avez une notoriété publique, vous agissez beaucoup en front sur le projet, mais quel est votre travail en back? Comment votre expérience peut aider à nourrir le travail des ingénieurs? Et est-ce que c'est pas frustrant par moment, justement, quand on a une parfaite maîtrise de la musique, de voir que la technique ne peut pas forcément suivre dans tout ce qu'on veut, et à l'inverse, pour des développeurs, de voir où on veut aller et d'avoir des difficultés à rendre toute la complexité de la musique? Je vais peut-être répondre là-dessus. Donc, en fait, nous, on est un peu les quatre fantastiques. C'est-à-dire que
Voilà, on est les 4 fantastiques, c'est-à-dire qu'on a 4 profils qui sont complètement complémentaires. La matière première, elle vient des musiciens et André, Hervé, ils sont les garants en fait de 2 choses. Ils sont on laissera jamais l'ordinateur faire tout à 100%, donc on va quand même garder l'humain au centre du jeu. Et 2, la qualité musicale, c'est aussi malgré tout la base. Bon, nous, on écrit des algorithmes, l'ordinateur, il fait des choses, mais ceux qui sont vraiment capables de nous dire si ce qui sort de l'ordinateur, c'est de la merde ou pas, c'est les artistes comme André et Hervé. Alors, ouais, en fait, on dessine une collection. Aujourd'hui, ce qui vous disait Philippe, c'est qu'on a un catalogue de 10 000 œuvres qu'on a pu se construire avec une dizaine de compositeurs en quelques mois, quoi. Donc c'est assez remarquable. L'idée, c'est de fonctionner comme un studio de création, d'une part. Dans un deuxième temps, c'est de pouvoir scaler ces créations, quoi. C'est-à-dire les adapter au marché de maintenant, qui est 2.0. Ça n'aurait pas de sens de faire un business en ouvrant une boutique dans un quartier. Quand l'industrie du disque a commencé, ça a commencé à Tin Alley, à côté à Broadway, sur la 24e rue, parce que tous les théâtres de Broadway étaient là. Et Gershwin, il passait son temps à jouer du piano pour vendre des formats de partitions, des compositeurs qui étaient faits au-dessus, quoi. Tin Alley, aujourd'hui, ça se passe sur la toile, et c'est ce travail-là qui a un boulot long. C'est pas... Voilà. Je veux dire, tant mieux si je peux me faire le haut-parleur de cette boîte, mais le chemin est, je dirais, compliqué. Il y a plein d'écueils avec la musique qui sont en train de se régler, notamment cette espèce de pratique de la gratuité qui était même démagogiquement proposée par les politiciens. C'est ce qui s'est passé. Les premières pubs pour vendre des abonnements France Télécom, c'était... abonnez-vous à France Télécom, vous pouvez télécharger de la musique. Or, il n'y avait aucune plateforme de téléchargement légale à l'époque. Donc, ils étaient en train de dire piratez, mais abonnez-vous. Filez-nous la caillasse à nous. Il y a eu un détournement incroyable j'allais dire, d'argent au profit des tuyaux. Il y a des luttes. Là où c'est plaisant et où c'est éclatant, c'est que chaque jour, l'autre jour, Hervé nous appelle et nous dit putain, regardez les mecs. Il venait de faire chanter le robot pour la première fois et on découvre ça. Ce qui est formidable aussi, j'allais dire, c'est qu'on se nourrit de la joie des créations qu'on est en train de faire. On est un métier de création sans arrêt. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une nouvelle idée, mais bon, il faut fermer sa gueule et puis il faut les vendre. On se retrouve aussi dans la problématique de la start-up. Il faut avoir des idées brillantes et puis il faut se heurter au marché. Or ça ressemble beaucoup aussi au travail du musicien en studio. Moi, j'ai connu des artistes qui sabotaient exprès leur boulot pour pas sortir du studio parce qu'ils avaient peur de se confronter au public. Le public, c'est le monde du réel, et nous, quand on est dans notre bulle de création, on est dans un monde idéal. Donc voilà, l'histoire est passionnante, et pour moi, c'est vraiment la continuité de mon boulot. Je vois aucune différence. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir fait tout d'un coup d'avoir basculé dans un autre monde, le monde obscur des startups, du pognon, des financiers. Pas du tout. On est dans un monde qui est beaucoup plus celui des idées. S'il y a des dernières utopies, je pense qu'elles sont là. Hein. Vous avez plus de rêves aujourd'hui en allant écouter une conférence d'un espèce de geek que d'un mec qui va vous faire un état des lieux de la planète un peu sinistre, pour pas le nommer. Je sais plus comment il s'appelle, le photographe. Yann Arthus Bertrand, mais bon. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que moi je suis un indécrottable optimiste et on est en train de bien s'éclater, quoi. Donc concrètement, sur votre catalogue de 10 000 musiques, elles sont toutes passées entre les mains de votre algorithme. C'est grâce à l'algorithme qu'on a pu les développer. L'œuvre se transforme en matrice et cette matrice génère d'autres œuvres. C'est plus que des variations, c'est carrément des morceaux qu'on reconnaît presque. Enfin voilà. Et certains, on a du mal à penser qu'ils sont nés de la même matrice. On pourrait vous faire écouter 2-3 déclinaisons d'une même œuvre et vous verrez, c'est pas les mêmes. Elles sont différentes et à chaque fois, c'est imprévisible et différent. Généralement, les innovations font souvent assez peur, notamment dans le milieu de la création. Est-ce que vous êtes heurté à des réticences? Est-ce que c'est compliqué de faire comprendre votre concept alors même que vous tendez justement à défendre l'acte de création? Et un petit peu. Hier, ce que je voulais dire, j'ai bouffé avec Gérard Pont, le patron des Francopholies, et il me dit « Ah, dis donc, ça y est, j'ai compris ». Donc ça fait longtemps que je le vois, ça fait longtemps que je lui parle de l'application, c'est chez lui qu'on a été, chez Morgane, et je dis comment t'as compris? Il me dit, je viens de voir passer une vidéo, j'ai compris ce que vous faites, et ce que vous faites. Il m'a dit,
Effectivement, c'est difficile à expliquer, mais quand on a compris, on se dit waouh, c'est génial et c'est dément. Donc, il y a un travail d'explication qui est un peu fastidieux. Il faudrait presque le faire en temps réel avec chaque personne. Mais quand on a franchi cette barrière-là, les gens se rendent compte que, et on n'est pas contre le compositeur, au contraire. Or, il y a tellement de fantasmes, tellement de peurs, tellement de traumatismes en France par rapport à ce sujet-là que putain, c'est compliqué. On a à faire sans arrêt. Très souvent, quand on fait des conférences tous les deux, il y a un compositeur qui lève la main, qui dit bah alors moi je suis au chômage. On lui dit mais non, grâce à notre principe, vous allez multiplier par 100 le potentiel d'une œuvre. Donc sur le papier, vous risquez d'augmenter, de multiplier vos droits d'auteur par 100. Mais putain, la pédagogie, c'est l'art de la répétition et c'est un peu complexe. Effectivement, vous aviez raison, on se heurte à pas mal de préjugés, mais encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est qu'on débarrasse le compositeur des tâches fastidieuses pour qu'il aille plus vers la création. À l'heure actuelle, on parle beaucoup d'intelligence artificielle sans vraiment définir ce que c'est. On a aussi beaucoup de préjugés, mais on s'aperçoit que derrière l'intelligence artificielle, il n'y a pas forcément des super algorithmes. Parfois, on le voit dans le cas d'Amazon, il y a des millions de petites mains qui interviennent en fait pour dire que telle option permet de faire telle chose. Aujourd'hui, comment vous diriez que l'intelligence artificielle intervient concrètement dans votre projet? Alors déjà, en parallèle de la réaction des artistes, on est aussi confronté à une autre situation qui est qu'aujourd'hui, 60% des entreprises, des startups qui disent qu'ils font de l'IA n'en font pas. Nous, on est sans cesse en train justement de démontrer que la vraie IA bien utilisée peut faire des belles choses. Ça a nécessité énormément de travail en amont. Parce que il y a un proverbe que j'aime bien ressortir à chaque fois. Je crois qu'André a dû l'entendre environ 250 000 fois. Il y a un proverbe, enfin c'est pas un proverbe, on dit shit in, shit out. Ça veut dire que si vous nourrissez la machine avec de la bouse, bon ben en sortie vous aurez de la bouse. Ce travail justement d'apprentissage, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc nous, on travaille qu'avec de l'acoustique déjà. On fait pas de MIDI, ce genre de choses. On fait que de l'acoustique. Donc après, à la fin, ça sonne vraiment comme de l'acoustique. Mais l'ordinateur, il sait pas lui ce que c'est que de l'acoustique. Donc il y a tout un travail justement préalable. Et puis on n'a pas les 250 000 mains dont vous parliez. On est 9. Et ça marche. Mais pourquoi ça marche aussi? Parce qu'on n'a pas démarré vraiment à zéro. Je veux dire, on a quand même derrière de l'expérience, même si c'était pas appliqué à la musique. De l'IA reste de l'IA. Après que vous lui donniez des images à traiter ou de la musique, etc. Bon, là, il y a des règles particulières, harmoniques, ce genre de choses, harmonieuses. Donc bon, c'est un peu plus compliqué, mais le résultat est pas mal finalement, au-delà de nos espérances. Vous parliez de Google tout à l'heure. À l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Bach, il me semble qu'ils ont lancé un doodle qui permettait, à partir de quelques notes, de jouer toute une composition musicale. Est-ce que c'est quelque chose qui rejoint votre concept ou qui s'en inspire? Alors, en fait, nous, au début, on a été un peu surpris parce que Google, bon, c'est pas des amateurs, ils ont des centaines d'ingénieurs qui bossent sur le sujet, et puis à chaque fois qu'ils nous sortent des trucs, ça sonne un peu bizarre. Et donc, on s'est posé la question. Je pense que la réponse, c'est que nous, on sait ce qu'on cherche. Tandis qu'eux, ils cherchent dans tous les sens. Et nous, on sait où on va et on cherche un truc. Eux, ils mettent des ressources et ils recherchent un peu dans toutes les directions et puis ils vont jamais vraiment au bout des choses. C'est peut-être ça qui explique que je pense qu'aujourd'hui, on arrive quand même à faire des choses qui sont largement supérieures à ce que propose Google en termes de musique IA. Cocorico, hein? Voilà. Prouesse technologique, je pense que les Français sont vraiment très bons, et musical. Aujourd'hui, on remarque souvent que les différentes disciplines créatives restent très segmentées. Est-ce que vous voyez une différence entre la culture de la France et la culture US à ce niveau? Après, c'est le rapport au marché qui n'est pas le même. Voilà. Mais bon, et c'est là qu'on a des... Et c'est nous, notre idée, c'est de nous développer aux États-Unis. C'est de garder les développeurs ici
parce que déjà ça nous coûte moins, parce que là-bas les développeurs ça vaut une fortune. Je pense que quand on est dans le monde du net, hélas, aujourd'hui on n'a pas de force européenne, on n'a pas de... Pas encore, j'espère que ça viendra un jour. Donc l'idée c'est, le développement passe par une plateforme, je dirais, internationale qui se trouve être aux États-Unis. Et on commence à avoir des bons contacts avec l'Asie aussi. Alors nous, on s'est heurté à un problème de culture fondamental entre la France et les États-Unis, et ça, je rebondis un petit peu sur ce qu'avait dit André tout à l'heure, c'est qu'en France, tout le monde nous dit les musiciens doivent rester au centre du jeu, tandis que quand on va en France, et quand on va aux États-Unis et qu'on commence à parler à des investisseurs, ils nous disent bon, alors quand est-ce que vous supprimez complètement les musiciens? Je crois que fondamentalement, ce sont deux approches. Et je crois que, bon, là je dis pour la musique, mais je pense que ça doit s'étendre à beaucoup de domaines. Pourquoi? Parce que l'Américain, il pense toujours en termes de scalability. Pour lui, un truc fait de manière artisanale a globalement aucune valeur. Business. L'Américain, il veut envahir le monde. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit scalable. Si la musique faite à la main, de manière traditionnelle, était scalable, ça se saurait. Donc il y a effectivement deux approches. Nous, on est plutôt artistique, on est latin. On est artistique, on aime les belles choses. Faites à la main. Là-bas, non. Ils veulent que ce soit fait en volume. Donc c'est vraiment deux approches complètement différentes. Récemment, on a eu des exemples d'identité sonore comme Mastercard qui ont développé un thème à partir duquel ils ont développé de multiples variantes répondant aux caractéristiques de particularités locales. Par exemple, la musique qui sera jouée en Afrique du Sud ne sera pas la même qui sera jouée en Islande. Est-ce que en cherchant à personnaliser au maximum la musique, on n'en perdrait pas son côté universaliste? Ah non, la musique, elle a effectivement quelque chose d'universel, mais en même temps, elle exprime des particularités d'un territoire. Et au contraire, il faut toujours jouer cette carte. C'est ça l'intérêt. Moi, je reviens de l'Eurovision. Quand il y a un pays d'Europe centrale qui chante en anglais, qui fait du sous Shakira, ça m'énerve. C'est comme si, je sais pas, vous allez en Hongrie et vous vous attendez à bouffer un petit plat local et puis on vous file un hamburger. Vous n'avez pas envie. Donc c'est vraiment, l'histoire de la musique, c'est vraiment d'exprimer à la fois un territoire et ce qu'elle a d'universel, c'est que même si vous n'êtes pas de ce territoire-là, eh ben vous le comprenez. C'est la différence entre parler une langue qu'on ne comprend pas, donc on ne peut pas la piger. Par contre, une musique qui exprime un territoire, eh ben vous pouvez la comprendre. Vous pouvez comprendre toute l'émotion qu'il y a dedans. Elle vous évoque des choses parce que ça passe pas par la tête, ça passe par le corps, par les émotions, par ce qu'on appelle les affects. Donc cette idée de dire on va décliner un thème pour l'adapter je dirais, à des particularismes locaux, elle est complètement normale. Pour moi, elle me semble effectivement, je dirais, pertinente. Et même, c'est drôle. Et c'est ça qui fait partie de l'universel. Prendre un thème et puis le décliner. J'adore les expériences qui ont été faites musicales il y a 20 ans maintenant, autour de Bach et de l'Afrique. C'était un projet qui s'appelait Lambarena. Et c'était Olivier de Courson, un musicien, qui avait imaginé le professeur Schweitzer, qui avait une léproserie donc je sais plus dans quel pays d'Afrique, et tous les soirs, ça c'est l'histoire vraie, il sortait de son harmonium et il jouait Bach devant tous les Africains. Et de Courson, il a imaginé que les Africains lui répondaient. Donc vous avez un dialogue entre Bach et des chœurs africains qui est formidable. Non, c'est l'avenir. C'est pour ça que c'est infini, je veux dire. Vous vous rendez compte, avec 7 notes, on n'est pas allé au bout des mélodies alors qu'on n'a que 7 notes. Vous rajoutez à ça tous les particularismes des pays et c'est non-stop. Tout à fait. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs, c'est la richesse. Et il y a un artiste d'ailleurs qui a bien compris ça, c'est Sting. Parce que Sting, il a réussi à faire vivre sa chanson Roxanne pendant des années, et il doit y avoir 150 versions différentes de Roxanne. Mais en fait, on reconnaît, mais c'est à chaque fois, il y a des petites choses différentes, etc. Et c'est ça qui fait qu'elle garde une certaine modernité. Il y a une question que beaucoup de gens se posent quand on parle d'intelligence artificielle, c'est est-ce que l'intelligence artificielle serait capable de dépasser l'humain? Et donc, en termes de production musicale, est-ce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui capable d'interpréter de l'émotion? Elle ne s'empare jamais d'émotion, elle ne peut pas dealer avec l'émotion. Chez nous, l'émotion, elle vient du musicien, et ensuite, l'intelligence artificielle, elle fait des agencements. Mais la matière,
vient toujours du musicien. Moi, je dis un robot composera une mélodie digne de ce nom le jour où il éprouvera la douleur d'un chagrin d'amour. Là, on pourra parler. Mais avant, je suis pas sûr. Alors, la vraie question, c'est pas à quoi rêvent les moutons électriques avant de s'endormir, c'est quand est-ce qu'un robot va se choper un chagrin d'amour. Question. André, j'ai vu dans des interviews que vous parliez souvent que dans la composition musicale, il y a un acte de rupture entre ce qui a été fait et assimilé avant et ce qui sera créé ensuite. Euh, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que demain on pourra créer de la musique avec seulement 5 notes? Est-ce qu'il sera encore utile d'assimiler toute l'histoire de la musique? Est-ce qu'on ne tend pas justement à oublier tout ce background culturel? Moi, je suis pas capable de faire de la musique avec 5 notes parce que je crois qu'il y a effectivement des règles de base. Une note ne suit pas une autre note. Moi, non, moi, attendez, c'est plus compliqué que ça. J'ai essayé d'être clair, c'est pas évident. Quand vous apprenez la musique, vous faites quoi? Vous faites du machine learning. C'est exactement la même chose. Ok? Vous apprenez les morceaux des anciens. Quand vous voulez passer, c'est quoi la différence entre un artisan et un artiste? C'est qu'à un moment donné, l'artiste, il va être en rupture avec ce qu'on lui a appris avant. Il va se poser la question du moi. C'est pour ça que très souvent, Malraux disait qu'en Extrême-Orient, il n'y avait pas d'art. Il était un peu violent, mais cette phrase, elle peut s'entendre dans le sens où, comme il n'y a pas de la culture de l'ego là-bas, on reproduit le même geste pendant des centaines d'années, surtout en n'imprimant pas de soi, par respect pour son maître, et ensuite on dit ce geste-là, moi je vais le répéter. Mais ça, c'est un petit peu comme si l'ADN se développait toujours pareil. Au bout d'un moment, on voit ce que ça donne, quoi. Ça dégénère. Or, à qui profite le fait qu'on soit mortel? À l'ADN, puisque pendant ce temps, il s'enrichit à travers d'autres expériences humaines de vie. C'est exactement la même chose avec la machine. L'apprentissage d'un musicien, c'est du machine learning. Donc, vous ingurgitez tout ce qui a été fait avant vous, et tout d'un coup, quand vous êtes prêt, vous faites un geste et vous basculez, et là, vous rentrez dans l'inconnu et vous devenez un créateur. L'étymologie de génie, ça vient de générer, c'est-à-dire je fais quelque chose de neuf, de nouveau. Je sors du cadre, je sors du fleuve. Alors aujourd'hui, je parle souvent de mon expérience dans la Nouvelle Star. Pourquoi? Parce qu'en 2002, quand j'ai commencé, les gosses, ils avaient un niveau pas terrible chez nous. Et 12 ans plus tard, je voyais arriver, mais ça n'avait rien à voir. Mais d'où ils sortent, ces gamins? C'était la génération d'après d'Internet qui ont été élevés avec ça, avec ce machine learning, puisqu'ils avaient un accès gratuit à toutes les musiques, puisqu'ils étaient capables d'assimiler Otis Redding, des choses. Ils étaient capables d'aller dans le passé pour chercher leurs trucs. Donc, vous apprenez par tout ce qui vient avant vous, vous faites un geste différent. En quoi intervient l'intelligence artificielle? Eh ben, elle va vous accélérer vos possibilités d'apprentissage. Elle va vous donner, je vais vous dire une connerie, avant, quand tout d'un coup, moi je me rappelle, je disais putain, merde, ce thème de Beethoven, oh là là, j'ai perdu la partition, fallait que j'aille au magasin, acheter l'appart, c'était agréable, mais si j'étais à Lyon, qu'il ne l'avait pas, il fallait la commander, ça mettait 15 jours avant que ça vienne, et j'étais même pas sûr du souvenir que j'avais. Aujourd'hui, vous avez sur le net, vous avez un accélérateur de culture formidable. Mais, encore une fois, c'est un accélérateur. Si vous n'êtes pas dans une démarche d'apprentissage, ça marche pas le truc. C'est pour ça que c'est ce que disait Philippe en disant, moi avec 5 notes, je suis pas capable de. Par contre, si demain lui se dit, je veux y aller là, je veux aller sur l'apprentissage de la musique, toutes les technos qu'il y a, mais elles vont lui faciliter, elles vont le décupler, ses possibilités. Mais du coup, ça va être vicelard, parce que ça va tellement l'amener plus loin et plus vite qu'il va falloir qu'il bosse encore plus. Donc, et c'est là que ça devient vertueux. Ça crée j'allais dire, des facilités d'apprendre, mais du coup, vous en apprenez plus. Et il y a un moment donné où après, ça vous oblige même à restreindre votre champ, parce que quand vous commencez à bosser et que vous avez accès à des millions de sons, comment vous faites? Imaginez un peintre
qu'il y ait une palette avec des millions de couleurs. Non, il faut les 3 fondamentales. Et avec ça, il faut savoir se démerder. Donc, on est toujours dans l'apprentissage classique, mais un apprentissage qui va être formidable. Ma dernière question pour terminer. On a compris, d'après ce que vous avez dit, que l'émotion reste à part, que c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'humain. Ce qu'on peut accorder à l'algorithme, en revanche, de l'erreur ou de l'accident qui finalement peut générer de la création inattendue. On va vous faire écouter un truc qui, quand on a commencé à s'intéresser à faire l'ordinateur chanter, on est arrivé à des choses qui nous ont nous-mêmes complètement bluffés. Donc oui, parfois il y a des choses extraordinaires qui sortent, il y a aussi des choses pourries qui sortent, mais au fur et à mesure, c'est carrément de mieux en mieux. Mais à côté de ça, on donne des petits coups de boutoir à droite à gauche dans de l'innovation techno-musicale. On explore des pistes incroyables. Vous savez, juste pour résumer, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi ça n'a jamais marché avant? Parce que quand vous regardez, vous avez beaucoup de musiciens qui utilisaient des logiciels qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Et puis, j'ai vu beaucoup de mecs qui écrivaient des logiciels sans vraiment jamais parler à des musiciens. Et c'est un peu ça, le monde d'aujourd'hui. Hein, vous avez un musicien, il vous crée de la musique en utilisant des outils du type Logic Pro, etc., etc., mais combien il y a vraiment de musiciens qui s'assiedent à côté des développeurs de Logic Pro? Probablement pas beaucoup. Et voilà, je pense que c'est quand vous mettez tout ça ensemble, un musicien et un ingénieur côte à côte, ça donne des choses nouvelles. Et on va vous faire écouter ça. Bonne conclusion. Merci beaucoup. De rien. Saw her shadow. She stood out from the rest, humble and tall, where all things exist is where